Bonjour, nous sommes le vendredi 24 juin 2022 avec une météo qui semble plus humide euh, depuis hier. Et il y a eu des tombées de pluie en quantité, alors que nous avons connu une certaine forme de clarté et de canicule précédemment. Mais en tout cas, je crois que la météo va reprendre, hein. C'est-à-dire que ce n'est qu'un court passage de cette nuit et cette matinée qui a fait que bon, nous avons eu de fortes chutes de pluie, ce qui est venu rendre un petit peu humide l'atmosphère. Mais apparemment, en regardant le ciel, bon, euh, je présume que ça va s'estomper dans les heures qui vont suivre et que euh, la chaleur va nous revenir. Sachez que, bien sûr, ça fait depuis 3 jours que nous sommes en été, puisque nous sommes le 24 et que le 24 juin et que l'été commence le 21 juin. C'est-à-dire que ça fait, on connaît depuis l'été depuis 3 jours. Et que bon, l'été, bon, le printemps était chaud et que bon, on s'attend à un été beaucoup plus chaud encore. Maintenant, il s'est avéré que le troisième jour de l'été, nous avons eu des pluies. Pourquoi pas? Tant mieux, c'est le bienvenu. De temps en temps, les pluies, ça fait pas de tort. Bien au contraire. Ça vient humidifier l'atmosphère. Et bien sûr, les agriculteurs ont besoin d'eau pour les champs. Et bien sûr, les êtres humains ont besoin aussi d'eau. Donc, sans eau, ben, il n'y a pas de vie. Et bien sûr, il faut abreuver tous les animaux. Tous les animaux, je pense aux chevaux, aux vaches, voilà, tous les animaux qui sont voilà, dans des prés, dans des champs, etc. Il faut concourir à leur donner, bien sûr, de l'eau en quantité pour étancher leur soif. En quantité, puisque généralement ils sont en, en groupe ou groupuscule. Et donc il faut énormément d'eau pour étancher la soif de plusieurs animaux ensemble. Et donc ça, il faut penser, parce que c'est vrai que parfois quand on voit des bacs vides, bon, c'est un petit peu malheureux de voir ça. Bon, les bacs vides, ça ne doit pas exister. Ils doivent être constamment, je veux dire, remplis pour que les animaux puissent étancher leur soif à tout moment. Ceci étant dit, c'est une parenthèse que je fais. Vous voyez ici un certain monsieur, bon, qui est décédé, je dirais, paix à son âme. Voilà, c'est monsieur Yves Coppens. Yves Coppens. Justement, qui est décédé donc un mercredi, mais je ne sais pas si c'était le 1er juin ou autre, j'en sais pas plus de la date exacte, mais en tout cas je sais bien qu'il est décédé un mercredi. Bon, c'était un monsieur âgé, voilà, quand il est décédé il était âgé de 87 ans, bon ça fait déjà bon, un bon parcours, notamment que son parcours il était riche en découvertes, notamment en découvertes fossiles. Et c'est de ça que je vais vous parler ici. C'est voilà, c'est un découvreur, ce monsieur. Monsieur Yves Coppen, c'est un découvreur euh, de par ses découvertes, mais il n'était pas que ça, puisqu'il était aussi conteur et il avait des autres métiers aussi. Bon, il n'avait pas que ça. Bon, parfois, on peut être pour avoir un métier qui est voilà, on peut avoir plusieurs métiers, hein, voilà, multiformes. Voilà, parfois, on n'est pas que dans un voilà dans un domaine, on peut voilà on va dire, prendre des chemins autres que son propre métier. Voilà, ce qui est agréable, et notamment, ça, ça peut faire varier, je veux dire, les plaisirs, on va dire ça comme ça. Alors, donc il est découvreur de plusieurs fossiles, d'hominidés, notamment le fameux Australopithèque lucie, dont je veux parler dans un petit moment. Alors bien sûr, ce monsieur a eu de nombreux prix, notamment il faisait partie de l'Académie des sciences, il était connu, avec notamment Maurice Tayeb et Donald Johansson, mais ça je vais en parler dans un petit moment. Et bien sûr, il a découvert en 1974, dans la dépression de l'Afar, en Éthiopie, le fameux Australopithèque qui est presque complet, hein. Il était presque complet. Et c'est assez rare de trouver comme ça des pièces complètes. Voilà, d'un voilà, d'un hominidé qui est l'Australopithèque, qui est Lucie, qui est âgé de 3,2 millions d'années. Et euh,
Bon, il était en pièces, bien sûr, hein, en pièces, mais, voilà, il était décomposé. Et, parce qu'il y a la géologie du sol aussi qui bouge. Hein. Il y a, mine de rien, mais quand ça bouge, il y a tout qui bouge aussi. Voilà, il est aussi, il avait des co-signataires qui étaient avec lui. Hein. Et ça, je vais voir les co-signataires dans un petit instant. Donc, il est né le 9 août à Vannes, dans le Morbihan, et il était fils d'un, on va dire, d'un père qui était physicien nucléaire. Physicien nucléaire. Voilà, donc il était déjà issu d'une famille voilà, assez noble, puisque papa était physicien nucléaire. Alors je vais maintenant parler de justement de Lucie, que voici, vous voyez à droite. Hein. Bon, il était bipède, il a été considéré comme bipède. Hein. Et donc, je crois que c'était le premier homme considéré comme bipède. Et je m'en vais tout de suite faire une lecture de, bien sûr, de Lucie dans Wikipédia, ce qu'ils en disent, et des connaissances transmises par le site Wikipédia. Donc, Lucie ou Dinknecht. Dinknecht. Voilà. Parfois écrit Dinknecht, bon, soit avec un Q ou avec un K. Et le surnom donné au fossile de l'espèce éteinte Australopithecus afarensis. Donc, afarensis, à mon avis, découvert sur, on va dire, la dépression de l'Afar. Dépression de l'Afar. Voilà. Il a été découvert en 1974, donc il n'y a pas si longtemps que ça, sur le site de Hadar en Éthiopie, par une équipe de recherche internationale. Donc vous voyez que c'est une équipe. Donc il y a des. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de co-signataires. Parce que justement c'est une équipe, hein, c'est une équipe de recherche constituée de plusieurs voilà, éminents scientifiques, notamment des paléontologues, et plus que ça, hein, il y a plus que des paléontologues, il y a des artistes, il y a des anthropologues, il y a des paléoanthropologues, il y a toute une panoplie de métiers voilà, qui sont là à faire des recherches, notamment pour avoir un rendu du savoir de ce qu'étaient nos ancêtres. Alors, Lucie constitue le premier fossile relativement complet. Bon, il n'était pas complet, je vous ai dit, conservé à 40% avec 52 fragments osseux, 52, qui a été découvert pour une période aussi ancienne et a révolutionné notre perception des origines humaines, en démontrant que l'acquisition de la bipédie datait d'au moins 3,2 millions d'années. Donc il y a eu ce qu'on appelle la théorie, enfin il y a ce qu'on appelle la théorie de l'évolution et les origines construites à partir bien sûr de, schémas, qui ne sont rien d'autre que des, comment est-ce qu'on appelle ça, des je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça, des organigrammes. C'est des organigrammes. On peut même pas appeler ça des organigrammes, c'est des cheminements. C'est des cheminements comme vous avez un dossier sur un système, dans un système d'exploitation, eh bien, vous avez une structure, on va dire en arbre, une structure en arbre qui fait que vous avez des cheminements. Voilà, on retrouve ça dans les dossiers d'un système d'exploitation. Quand vous avez accédé à un dossier, un document, ben, les documents généralement ce sont des dossiers dans lesquels on a des fichiers qui sont dans ce document. Et ça, c'est une architecture, on va dire, en arbre. Voilà. On ne peut pas parler d'organigramme parce que c'est pas un schéma avec des organes, voilà, des fonctions. Enfin, des organes qui assurent des fonctions. C'est ça. On ne peut pas parler d'organigramme ici, mais plutôt d'architecture, on va dire de cheminement. C'est tout simplement des cheminements. Et donc là, l'évolution s'est fait par cheminement, et donc on a dessiné ces fameux cheminements. D'ailleurs, je vais vous en montrer un par après. Et alors, il y a tellement d'espèces, tellement de genres, tellement de classes, etc., que les cheminements sont complexes. C'est des cheminements complexes, surtout notamment sur des milliards d'années. Hein. Sur des milliards d'années, oui, bon, la Terre date de 4,6 milliards d'années. Et vous voyez qu'ici, la bipédie, quand on a déjà trouvé un bipède il y a 3,2 millions d'années. Bon, et bien avant ça, il y avait toutes sortes d'êtres vivants, bon, de toutes sortes, marins. Et puis il y a eu
les êtres volants, il y a eu les reptiles. Avant ça, il y a eu les reptiles et puis les êtres volants, etc. Donc on a eu le marin, le terrien et l'aérien. Donc ce qui veut dire que les êtres vivants se sont, on va dire, ont évolué et se sont, on va dire, adaptés à leur environnement, à l'environnement. Mais maintenant, comment peut-on penser qu'il y a de l'eau sur Terre? Ben, pour, pour comprendre pourquoi il y a de l'eau sur Terre, il suffit d'aller voir Mars, qui est une planète très jeune de, on va dire, je ne sais pas combien de millions d'années, peut-être 10 millions d'années, j'en sais pas plus. Voilà, et si on veut comprendre la Terre, ben, il faut aller voir les origines de Mars, puisque la Terre s'est formée plus ou moins de la même façon, je veux dire, on va dire grossièrement de la même façon. Donc on peut comprendre que si on a de l'eau sur Terre, c'est que, je veux dire, il suffit d'aller regarder le début voilà, de ce qui se passe sur Mars, c'est-à-dire actuellement, et pour se rendre compte que Mars est peut-être pris dans des glaciers dans lesquels, bon, en dessous, quand on a des glaciers, quand ça va se réchauffer un jour, pourquoi pas, ça peut se réchauffer pour plusieurs raisons, hein. Une suractivité du soleil, ou alors, voilà, on pourrait dire un petit soleil qui revienne dans le pourtour du système solaire et qui viendrait réchauffer avec une bonne température la planète Mars, pourquoi pas. Voilà, maintenant, euh, on pourrait avoir une certaine forme de vie dans des milliards d'années sur Mars, pourquoi pas. Par une suractivité du Soleil ou par, on va dire, euh, parce que s'il y a une suractivité dans le Soleil, la vie sur Terre ne sera plus possible, il fera très chaud, mais peut-être qu'il y aura une température ambiante au niveau de la planète Mars, et donc une vie pourra être prise en compte comme l'a été la Terre à un moment donné. Voilà, bon, parce que la Terre ne sera pas toujours au bon endroit par rapport à l'activité du Soleil, et donc la température du Soleil peut remonter et puis décroître, comme elle peut décroître, mais tout est possible. On peut avoir voilà, un Soleil qui vienne voilà, s'insérer dans le système solaire et viendrait faire vivre une des planètes voilà, qui est dans le système solaire. J'en sais pas plus parce que tout se passe sur des milliards d'années. On ne peut pas expliquer tout ça. Voilà, nous, on ne fait que vivre. Qu'est-ce que c'est que vivre 100 ans dans 4,6 milliards d'années? Bon, 100 ans, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Je pourrais même dire que c'est même pas une aiguille dans une botte de foin, parce que c'est même pas ça, c'est encore même plus petit que ça. Voilà, je pourrais même pas parler d'une poussière dans une botte de foin. Voilà, c'est une poussière dans une botte on pourrait dire c'est une poussière dans une botte de foin. Voilà, ça c'est la vie de 80 ans sur 4,6 milliards d'années. Voilà. Donc ce qui veut dire que un être humain, bon, ne vit presque rien du tout par rapport à l'existence de la Terre, vit rien du tout par rapport à l'existence de la Terre, ça c'est une chose. Mais alors, l'existence, voilà, des 2000, on est en 2022, euh, l'existence des 2022 années par rapport à l'an zéro, ben, ça représente rien, encore une fois, par rapport aux 3,2 millions d'années, on a découvert l'homme, enfin la bipédie, au travers de l'Australopithèque qu'on appelle Australopithecus. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que 2022 ans par rapport à 3,2 millions d'années? Imaginez-vous 3 millions d'années. 3 millions d'années. Ne fût-ce que ça, rien qu'un million d'années, c'est immense par rapport à 2022. Alors, vous comptez 2000 par rapport à 1 million d'années, alors que là, il y en a 3 millions, plus encore 200 millions, 200 000 ans. Donc, c'est immense. Hein. Donc, c'est pour vous dire que on descend de très très loin. Alors que la Terre a 4,6 milliards d'années. Voilà. Alors, l'historique. Lucie a été découvert le 24 novembre 1974 à Hadar, sur les bords de la rivière Awash, dans le cadre de l'International AFA Research Expedition fondée par Maurice Tayeb, un projet regroupant une trentaine de chercheurs éthiopiens, américains et français co-dirigé par Donald Johansson, paléoanthropologue, Maurice Tayeb, géologue, Claude Guillemot, artiste et paléontologue, et Yves Coppens, paléontologue. Voilà, et on retrouve monsieur Yves Coppens là, le paléontologue,
voilà, qui faisait partie de cette recherche et qui a découvert voilà, Lucie. Le premier fragment du fossile a été repéré par Donald Johansson et Tom Gray, l'un de ses étudiants, sur le versant d'un ravin. Un monument commémoratif a été construit en ce lieu. Bon, si vous voulez les coordonnées, ici, vous avez les coordonnées. Voilà. Vous pouvez avoir les coordonnées ici. Voilà, 11 degrés 8 nord et 40 degrés 36 est. Si vous voulez avoir la précision du lieu, voilà, il vous donne les coordonnées. Et en forme de table d'orientation portant un texte en 3 langues, amharique, afar et anglais. Lucie a été décrite une première fois en 1976, mais son rattachement à l'espèce Australopithecus afarensis n'a été proposé qu'en 1978, quand Donald Johansson a récupéré la mandibule d'un fossile découvert à Laetoli en Tanzanie, à 1500 km, jugé assez comparable pour lui être rattaché. En 1992, la reconstitution du visage de Lucie est confirmée par découverte d'un crâne de mâle adulte. En 2000, c'est le squelette d'un enfant de 3 ans, surnommé bientôt bébé de Lucie, quoiqu'il soit 100 000 ans plus vieux, qui confirme la coexistence des caractères simiens et humains. Répertorié sous un nom de code AL288-1, ce fossile a été surnommé Lucie parce que les chercheurs écoutaient la chanson des Beatles Lucy in the Sky with Diamonds. Le soir sous la tente, en répertoriant les ossements qu'ils avaient découverts, il est appelé Dinknesh en Amharique, Éthiopie, ce qui signifie tu es merveilleuse. Bon, ça ce sont des appellations. Alors vous voyez qu'ici, vous avez une reconstitution qui montre Lucie en état de bipédie. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir la position phylogénétique de l'évolution. Ici, bien sûr, des Hominae, donc c'est la phylogénie des genres actuels et fossiles d'homininés. Hominae, alors il y a eu Dryopithecini, voilà, qui a donné Dryopithecus qui a disparu, bien sûr, les Dryopithèques. Ensuite, la seconde branche a donné les hominini et les gorillini. Voilà, alors les gorillini, ça a donné les gorillas et donc les gorilles. Et les homini a donné les panina et les hominina. Alors les panina a donné les pannes, dont les chimpanzés. Voilà. Et les hominina a donné les ardipithecus qui ont disparu. Voilà, c'est les ardis. Et puis les hominina a donné les australopithecus, voilà, qui ont disparu bien sûr, tels que Littlefoot, Lucie, toute une panoplie d'australopithèques. Et puis on a eu les Paranthropus, les crânes noirs, qui ont disparu aussi. Et bon, ne sont restés que les Homo sapiens. Bien sûr, théorie de l'évolution, avec sur des millions d'années, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a eu des extinctions, des adaptations et des créations, enfin, on va dire des adaptations de nouvelles espèces. Donc ici, c'est une théorie d'évolution, donc c'est une adaptation. Bien sûr, et les adaptations font parfois qu'on a des chemins qui s'arrêtent, c'est-à-dire que l'évolution s'arrête, c'est-à-dire qu'il y a un arrêt brutal à l'espèce. Enfin, je dirais plutôt au genre. Ici, il y a un genre qui disparaît. Alors, par exemple, il fut un temps, on a eu les Dryopithecus qui s'est arrêté, la branche s'est arrêtée. Par contre, là, on a été loin. Le plus loin qu'on a été, c'est, enfin, que l'embranchement a été, c'est le Paranthropus et les Homos qui viennent, bien sûr, des hominina. Et bien sûr, le Paranthropus a disparu. Donc, la branche la plus, voilà, la branche, voilà, la plus lointaine ici, c'est les Homos, les humains. Et il reste bien sûr les gorilles, mais ça c'est une autre branche. Hein. Ça c'était un genre précédent. Voilà, les chimpanzés c'était un genre précédent. Les gorilles c'était un genre précédent parce que bon, les chimpanzés viennent des hominini et les gorillini proviennent bien sûr, sont des homininae. Alors que l'homo est un hominina comme voilà, alors que le chimpanzé est un hominini.
Donc les hominini, c'est les panina et les hominina, hein, c'est ça que je veux dire. Mais dans l'embranchement hominina, euh, ça a continué, on va dire. Alors que le chimpanzé, il est resté là. Le genre chimpanzé, il est toujours là. Est-ce qu'il va évoluer? J'en sais pas plus, mais en tout cas, il y a des évolutions qui se sont arrêtées. C'est ça que je veux expliquer. Par exemple, Ardipithecus s'est arrêté. Donc il ne sera pas continué. Une fois qu'il y a mort d'un genre, ça ne peut plus continuer, parce que le genre a disparu. Bon, il y a d'autres genres qui peuvent suivre, mais c'est sous d'autres embranchements. Un embranchement, quand il est stoppé, c'est fini. Il n'y a plus d'évolution. On peut pas créer de quelque chose qui n'existe plus de quelque chose. À moins que, je veux dire, voilà, la science est capable de, peut-être que sera capable de le faire, c'est-à-dire de trouver voilà, de l'ADN de certaines espèces, des genres disparus, et à partir de ces genres disparus, euh, de recréer de nouveaux genres. Bon, mais ça, tout est possible. Tout est possible avec, je veux dire, la manipulation génétique. Donc voilà, ceci c'est pour vous dire que c'est en référence à voilà, Yves Coppens, euh, très grand, éminent scientifique, bien sûr, qui faisait partie de l'Académie des sciences, et qui est parti ce mois-ci, début du mois, je crois. Mais j'en sais pas plus exactement la date exacte, mais en tout cas, je dirais paix à son âme. Pourquoi je vois ça? Parce que justement, je suis en train de faire des vidéos sur un petit peu sur la paléontologie. Je fais des petites vidéos sur la paléontologie, donc si ça peut intéresser certains, voilà, et transmettre quelques documents, ça fait pas de tort. Je vous remercie.